Bonjour. 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 Voilà. Donc là, on va commencer par cet exercice. C'est l'exercice un peu long avec les différents indices. Et après, on fera les exercices, enfin les QCM classiques sur les lipides. Alors, hop. Alors, du coup, là, je vais complètement le faire avec vous, parce que vous allez voir, ça se maîtrise, mais il y a quelques notions à avoir. Donc, l'indice de saponification d'un triglycéride est égal à 185,5 et son indice d'iode est égal à 196,6. Une analyse du lipide révèle qu'il est constitué d'un acide arachidonique, d'un acide stéarique et d'un acide gras inconnu dont on recherche la nature. On sait également que le triglycéride possède un acide gras essentiel. Quel est l'acide gras recherché? Et là, on nous propose 5 acides gras, et donc avec les données qu'ils nous ont du coup données, donc l'indice de saponification, l'indice d'iode, on sait qu'il y a un acide gras essentiel, et vu que l'acide arachidonique qui est stérique, ce ne sont pas des acides gras essentiels, on sait que le troisième qu'on a trouvé, c'est l'acide gras essentiel. Et du coup, grâce à toutes ces informations, on va réussir à déterminer quel est l'acide gras recherché. Donc pour ça, il faut procéder par étapes. Donc d'abord, vous faire un petit schéma pour visualiser. Donc là, on voit bien, on a notre glycérol, on a nos deux acides gras qu'on connaît, plus l'acide gras qu'on recherche. Ensuite, qu'est-ce qu'on commence par faire? Premièrement, on commence par calculer la masse molaire de matière grasse. Donc ici, on veut la masse molaire totale du triacylglycérol, qu'on va noter donc masse triacylglycérol. Donc la formule qu'on doit utiliser pour cette première étape, c'est celle qui inclut l'indice de saponification. Et donc cette formule, c'est donc masse molaire donc, de matière grasse, c'est égal à X, donc X qui représente le nombre d'estérifications d'acide gras, fois la masse molaire de la potasse, donc le KOH, et sur l'indice de saponification qu'on note grand I petit s. On multiplie par 10-3, pourquoi? Parce qu'il est donné en milligrammes et on doit convertir en grammes pour utiliser la formule. Donc un triacylglycérol, on a 3 acides gras, donc du coup le X il vaut 3. Alors que si ça avait été un monoacylglycérol, le X il vaudrait 1 parce que on a un seul acide gras. Et X, c'est le nombre d'estérifications, donc le nombre d'acides gras qui sont accrochés à notre glycérol. Donc, si on revient à l'exercice, du coup, la masse du triacylglycérol, on applique, X ça vaut 3. La masse molaire de KOH, bon, ça c'est 56. Après, on le calcule grâce aux masses molaires de chaque unité, enfin chaque composant, pardon. Donc, la masse molaire de K plus la masse molaire de O plus la masse molaire de H. Et donc là, vous avez dans la remarque, ça fait 39 plus 1 plus 6. C'est comme ça qu'on trouve le 56. Sur 10 de ça peut dans le 55,5 et le 10-3 parce qu'on veut que ce soit en grammes. Et du coup, là, on retrouve 904 grammes par mol. Donc, c'est pour la masse molaire totale. Donc, la masse molaire totale, ça permettra à la fin, si on va tromper, si une fois qu'on a trouvé est-ce qu'on connaît déjà, on trouve à faire, c'est calculer le nombre d'insaturations, enfin total de la matière grasse. Donc, lorsqu'on connaîtra le nombre total d'insaturations, on pourra en déduire le nombre de l'acide gras recherché, combien il a d'insaturation. Parce qu'on connaît les deux autres acides gras, donc on connaît s'ils ont une ou plusieurs insaturations. Mais par contre, si on vous dit dans les énoncés combien il y a d'insaturation, vous n'avez pas besoin de chercher. Mais si vous avez besoin de le chercher, alors la formule, ça va être ça. Donc X total, donc X représentant total, le nombre d'insaturations totales, c'est l'indice d'iode, donc grand I petit I, fois donc la masse molaire de la matière grasse.
sur la masse molaire du diode. Et là, on multiplie par 10-2 l'indice diode. Pourquoi? Parce que, comme on a dit dans le cours, c'est en centigrammes. Du coup, on remet en grammes. Et donc, du coup, ici, on n'a plus qu'à appliquer l'indice diode. On nous dit que c'est 196,6. Donc, on fait fois le 10-2. La masse molaire de la matière grasse, on l'a calculée juste avant, on a trouvé 904 grammes par mol. Pardon. Et la masse molaire du diode, donc ça, c'est pareil, c'est par rapport au tableau. Du coup, on trouve 254. Enfin, par rapport aux masses molaires, pardon, de l'iode, qu'on multiplie du coup par 2. Et du coup, on trouve 254. Et là, du coup, on trouve 7 insaturations. 7 insaturations. Alors qu'on savait qu'on avait l'acide arachidonique qui avait 4 insaturations et l'acide stérique qui n'a pas d'insaturation. Donc forcément, l'acide gras qu'on recherche, il a 3 insaturations. 3 insaturations. Du coup, du coup, on connaît son nombre d'insaturations. Donc c'est déjà plus simple. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, mais par exemple, là, avec cette information, on pourrait déjà barrer des éléments. Par exemple, l'acide palmitique, c'est un acide gras saturé. Déjà, on cherche un acide gras insaturé, donc on pourrait dire que déjà, là, c'est forcément faux. C'est forcément faux. Donc, en fait, par déduction, vous pourrez, au fur et à mesure, et parfois dès le début, éliminer des propositions. Mais là, on va faire comme si on ne pouvait rien éliminer, on va aller jusqu'au bout du processus, et après, on va voir c'est quoi la bonne réponse. Donc, reprenons, on a trouvé cette saturation. Du coup, on en déduit qu'il y en a 3 dans l'acide gras qu'on recherche, parce qu'on savait que l'acide arachidonique, il en avait 4. Et que l'acide stérique, il n'en a pas, donc il en reste 3 pour l'acide gras qu'on cherche. Ensuite, on va calculer le nombre de carbone total. Donc, ça consiste. Donc, pour ça, on va faire quoi? On va chercher sa masse molaire. Donc, on sait que la masse du triacylglycérol, la masse molaire totale, hein, donc de tout votre triacylglycérol, donc des deux acides gras qu'on connaît plus du glycérol, c'est la masse plus l'acide gras qu'on cherche, pardon, c'est la masse du glycérol, plus la masse molaire de l'acide arachidonique, plus la masse molaire de l'acide stérique, plus la masse molaire de l'acide qu'on ne connaît pas. Donc ensuite, on a juste à mettre masse molaire de l'acide inconnu en inconnu, donc on l'isole. Donc on trouve masse molaire de l'acide inconnu qui est égale à la masse du triacylglycérol moins la masse du glycérol moins la masse de l'acide arachidonique moins la masse de l'acide stérique. Donc on connaît la masse du triacylglycérol, on l'a calculé avant, c'était 904 grammes par mol. Et maintenant, il faut qu'on calcule la masse molaire de l'acide arachidonique et la masse molaire de l'acide stérique. Et pour ça, on a 2 formules. On a la formule pour calculer la masse molaire des acides gras saturés et la formule pour calculer la masse molaire des acides gras insaturés. Donc, à connaître par cœur, hein, ça fait un gain de temps. Donc, acides gras saturés, on a 12 N. Donc, N, c'est le nombre de carbone, plus 2N plus 32. Alors que les acides gras insaturés, c'est 12N plus 2N moins 2X plus 32. Donc ça, vous devez apprendre par cœur, ça vous permettra de gagner du temps. Franchement, il n'y a pas d'autre, ça vous permet d'être largement gagner du temps. Alors, vous me direz pourquoi 2N moins 2X, c'est que, enfin, pourquoi il y a le moins 2X qui se rajoute, c'est parce qu'on perd 2 hydrogènes à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'on a une double liaison, on va perdre 2X. Donc X, c'est le nombre d'insaturation. On perd 2 hydrogènes, et du coup, là, il faut calculer à chaque fois pour le nombre, parce que 12, c'est la masse molaire d'un carbone, donc fois N, le nombre de carbone. Et pour chaque carbone, on a normalement, on a deux hydrogènes quand ils sont à l'intérieur de l'acide gras. Et du coup, pour l'acide gras insaturé, il va y avoir 2 carbones qui vont perdre l'hydrogène à chaque. Parce que les 2 carbones qui vont avoir une produire le moins de X. Et le plus 32, après, ça, c'est tous ceux qui sont à bord, soit qui sont liés. Enfin, le plus 32, c'est pour nos 2 O. Parce qu'on a l'acide carboxylique qui a 2 O. Je rappelle que la masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Du coup, on a les 2 oxygènes à ne pas oublier et ça donne du coup plus 32. Alors, donc on a N le nombre de carbone, X le nombre de saturation, je l'ai dit. Donc là, on n'a plus qu'à calculer. Donc M, masse molaire de l'acide arachidonique, du coup, c'est 12 fois 20. Parce que l'acide arachidonique, sa formule, c'est 24. Hein, 20 carbone, 4 insaturation. Plus donc 2 fois 20 moins 2 fois 4. Donc ça fait bien 40 moins 8. Plus les 32, on trouve 304 grammes par mol. Et la masse molaire de l'acide stérique, c'est pareil, on fait 12 fois 18. Sauf que lui, il est saturé, donc il n'y a pas de moins 2x. Hein. Plus 36, parce que 2 fois 18 du coup, et plus les 32. Et là, on trouve 284 grammes par mol. Et là, on doit calculer la masse molaire de la matière grasse restante, donc ici, celle du glycérol. Donc là, par contre, il faut bien visualiser le schéma du glycérol et compter, bien compter, il y a de C et de H, puis additionner
leur masse molaire. On ne va pas compter les O qui sont inclus dans les liaisons ester, parce que leur masse, elle est déjà prise en compte pour les calculs des masses d'acide gras. C'est-à-dire que le O, il va dans le calcul de l'acide gras. Donc, vous ne pouvez pas, faut pas, je vous avais dit, on avait pris le C double liaison O. Du coup, dans le 32, on a les 2 oxygènes. Si vous comptez l'oxygène aussi dans le glycérol, et bien, du coup, vous allez avoir un doublon d'oxygène ici. Parce que là, vous l'avez déjà compté avec le C double liaison O. Vous ne pouvez pas le compter ici aussi. Sinon, vous allez fausser votre calcul et du coup, vous ne trouverez pas la bonne masse molaire pour l'acide gras recherché. Donc, du coup, là, tout ce qu'on a à compter, c'est les 3 carbones. Et là, en l'occurrence, les 5 hydrogènes pour la masse molaire du glycérol. Du coup, on a 3 fois 12, parce qu'on a bien 3 carbones, plus 5, donc plus 5 pour à chaque fois, parce qu'on a 5 hydrogènes et que l'hydrogène, sa masse molaire, c'est 1, moins X, et X, ça représente le nombre d'estérifications. Donc, et ça, c'est important, peu importe l'exercice lorsqu'on calcule la masse molaire de matière grasse restante, c'est-à-dire la masse molaire de glycérol, lorsqu'on est en présence d'un monoacide glycérol ou d'un diacide glycérol ou d'un triacide glycérol ou bien la masse molaire d'un ester, si on se trouve en présence d'un ester d'acide gras, il faut retirer à cette masse molaire le nombre d'estérifications. Donc ça, très important, le moins X là. Peu importe l'exercice où on doit, donc à partir du moment où on doit calculer la masse molaire de la matière grasse restante, le X, le nombre d'estérifications doit être pris en considération. Donc là, ici, on va trouver que la masse molaire du glycérol, c'est 3 fois 12, plus 5, moins 3, parce qu'on a 3 estérifications. Et du coup, maintenant qu'on a toutes les masses molaires de tout ce qu'on connaît, il nous reste juste un seul composant qu'on ne connaît pas, c'est l'acide gras qu'on recherche. Et du coup, on peut déterminer sa masse molaire. Et là, on trouve masse molaire de l'acide inconnu est égale à 278 grammes par mol. Maintenant on connaît sa masse molaire, pour terminer du coup et obtenir le nombre de carbone de l'acide à rechercher, on va réaliser une équation simple en tenant compte du nombre d'insaturations et des formules précédentes. Donc, la masse molaire de l'acide inconnu, on sait que c'est un acide gras insaturé. Donc, la formule qu'on lui applique, c'est la formule des acides gras insaturés. Donc, c'est 12N plus 2N moins 2X, et on a directement multiplié 2 fois 3, ça fait 6, plus 32. Et donc, cette masse molaire, on sait qu'elle est égale à 278. Et du coup, après, c'est une équation classique, et du coup, on trouve que le nombre de carbone, donc N, c'est égal à 18. Donc, on en déduit que l'acide gras recherché est de forme 18,3, et il est dit dans l'énoncé que l'acide gras recherché est un acide gras essentiel, donc forcément, c'est de l'alpha-linolénique. Donc, ça ne peut pas être le gamma-linolénique. Je ne sais pas s'il était dans les propositions. Qu'il y était. Non, il n'était pas, vous avez de la chance, mais ils auraient pu mettre gamma-linolénique, mais il n'aurait pas fallu l'entourer, parce que le gamma, on rappelle qu'il n'est pas essentiel, alors que alpha, il est essentiel. Donc voilà, alors ça, je ne sais pas si ça vous a paru limpide, mais c'est un exercice qui prend un peu de temps et c'est des points qui différencient des autres. Parce que ce n'est pas non plus l'exercice le plus simple. Mais de toute façon, on a le QCM, donc on va le refaire. Et du coup, voilà, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que Madame, on vous écoute très on a mal. vu toute la partie Madame, comment on fait tout Madame, bien. On m'entend? Madame, on vous écoute très mal. Oui, très très mal. Pourquoi à chaque fois ça bug? Vous m'entendez là? Oui. Oui. Oui, ok. Bon, j'ai changé de connexion, alors il faut que je remette. Par contre, vous avez du coup pas suivi à partir de quand? Ça s'est coupé à quel moment? Comme vous avez dit, de toute manière, on va le refaire en QCM. Oui, D'accord. voilà. Donc déjà ça va. Bon, ça aussi ça va bugger évidemment. Sinon c'est pas drôle.
Voilà, ouvrir. On va y arriver. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, donc déjà, c'est qu'on allait refaire un QCM. Maintenant, je voulais vous montrer aussi le technique qu'il y a. Donc, je vous ai dit, en fait, là, dans l'occurrence, pour cet énoncé, ça aurait pu être assez simple, parce qu'en l'occurrence, des acides gras essentiels, il n'en existe que deux. Donc, vu qu'on sait que les deux premiers, ils ne sont pas, enfin, les deux qui sont dans le triacylglycérol, le arachidonique et stérique, ils ne sont pas essentiels. En fait, on aurait pu déjà éliminer tout ce qui n'était pas essentiel, donc oléique, arachidonique, palmitique. Et en fait, déjà, ça nous aurait laissé qu'avec deux propositions. Bon, par contre, après, pour différencier les deux, il aurait suffi de trouver du coup le nombre d'insaturations. On sait qu'il y en a trois. Le linoléique, pardon, il n'en a que deux. Donc, c'était forcément l'acide alpha-linolénique. Donc là, après, il y aura des petites techniques comme ça. Parfois, ça marcherait. Parfois, vous pouvez en éliminer très rapidement. Par exemple, là, c'était assez facile à éliminer. Mais il y a des exercices où ça ne sera pas aussi simple d'en éliminer. Donc après, il faut voir. Oui, Là, l'acide gras qui était recherché, il était essentiel ou non essentiel? essentiel. On sait Essentiel. parce qu'on nous dit on sait également que le triglycéride possède un acide gras essentiel, sauf que l'acide arachidonique et stérique, ils ne sont pas essentiels. Donc ça veut dire que ce n'est pas de ces deux acides gras qui parlaient, c'est forcément du troisième qui parlait. Donc de celui qu'on recherchait. D'accord. Voilà. Donc on va le revoir en exercice. Parfois, il y a des petites aides pour aller plus vite. Parfois, il n'y en a pas. Du coup, il faut faire toutes les étapes. Mais on va le faire en exercice. Alors, du coup, pour ça, il faut juste que, hop, j'ouvre le nouveau fichier. Alors, attendez, hop, c'est un petit bug là. Madame, excusez-moi, mais demain, on a Oui, cours à quelle heure exactement? comme aujourd'hui. Donc, il y a 16h45 et 18h45 aussi. Non, 17h, c'est 1 heure, du coup, demain. Enfin, c'est juste Demain, c'est aujourd'hui par rapport 17h, à l'heure là. 18h. Voilà. Ok, super. Merci. Alors, allez. Là, j'ai juste un petit problème de fichier. Hop. Ah oui, et il faut aussi que je vous mette les corrections pour les protéines. Je me suis rendu compte que je ne les avais pas mis sur les drives. Je le ferai dans la soirée. Là. Hop. Alors, et voilà. Ah, il faut juste que je vous le convertisse, sinon ça ne va pas passer. Ça va tout déplacer chez moi. Alors, voilà. Donc c'est bon. Maintenant, je vous mets sur le drive comme ça. Vous avez en même temps accès aux exercices. Ok. Alors, partager. Voilà.
Donc là, vous allez, du coup, là, on passe sur des QCM un peu plus classiques, mais on va revoir des QCM comme on vient de faire. Donc, je vous laisse regarder déjà le QCM 1, enfin la question 1 un peu tout seul, et je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir, et on corrige ensemble. C'est bon. C'est bon aussi. Ok, alors du coup, question 1, item 1. Donc, les lipides sont des molécules organiques apolaires, insolubles dans l'eau et dans l'éther. Qu'est-ce que vous avez répondu? Moi, j'ai mis que c'était faux. Vous avez mis faux aussi, et pourquoi vous avez mis que c'était faux? Parce que oui, c'est insoluble dans l'eau puisqu'elles sont hydrophobes. Oui. Ensuite, je crois elles peuvent être... attendez. Je crois qu'elles peuvent être solubles dans les terres. Oui, Et, c'est ça, c'est exactement ça. et voilà. C'est pour ça que c'est faux. C'est bien des molécules organiques apolaires, du coup elles sont bien insolubles dans l'eau, mais par contre elles sont solubles dans l'éther. Et également dans le benzène et dans le chloroforme. Donc vous aviez raison, item A, c'est bien faux. Question 2. L'acide arachidonique est un acide gras essentiel, tout comme l'acide linolénique. Vous avez répondu quoi? Faux. Ouais. Mathilde, t'as mis vrai? Oui. Eh ben, c'était faux, vous avez raison. C'est l'acide linolénique et l'acide alpha-linolénique qui sont essentiels. L'acide arachidonique, il n'est pas essentiel. Donc c'est faux. Les sérides sont composées d'un acide gras lié à un alcool cétylique par une liaison ester. Vous avez mis vrai ou faux? Vrai. Vrai, vrai. Alors oui, c'est bien vrai. Les sérides sont bien composées d'un acide gras qui est lié à un alcool gras par une liaison ester. Bon, enfin là, il y a juste une petite ambiguïté, c'est que c'est pas forcément un alcool cétylique, mais en soi, c'est vrai. D. L'acide linoléique, chef de file des oméga-6, est liquide à température corporelle. Vrai ou faux? Faux. Eh bien là, c'était vrai, pardon. Parce que l'acide linoléique, c'est le delta 9,12, et du coup, il a 18 carbone. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment on compte oméga. Alors, en gros, il a stylo. Il en a 18. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
J'aurais pas dû commencer comme ça. On va faire dans l'autre sens. C, V, O, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18. Bon, mes dessins ne sont pas terribles. Et l'inolénie, si on veut l'écrire, on l'écrirait comme ça. 18, 2, avec delta 9, 12. C'est-à-dire que ces 5 saturations, elles sont en 9 et en 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, là. Et du coup, 10, 11, 12. Donc ces insaturations, elles seraient comme ça. Et du coup, si on compte, je vous rappelle que oméga, c'est la diététique. Et du coup, on commence par compter par la fin. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien un oméga 6. Et l'acide linéique, oui. Non, oui, c'est bon. Ah oui, ok. Ah oui, du coup, c'est bien un oméga 6. Et du coup, par contre, ça, c'est le chef de file. Hein. Ça, de toute façon, c'est pas vraiment, c'est rarement un piège. Hein. Donc, ça, c'était, vous n'aviez pas trop à vous poser de questions sur ça, pardon. Et il est bien liquide à température corporelle. Donc, l'item était prêt. Hop, on passe à l'item E. Donc, les glycérolipides, comme les triacylglycérols, sont la forme de stockage principale des acides gras dans l'organisme. Vrai ou faux? Faux. Et toi, Fiona, j'ai pas entendu. Faux. Vous avez mis faux. Pourquoi vous avez mis faux? Parce que pour moi, les triacylglycérols, oui, ils sont sous la forme de stockage principal des acides gras, mais pas les glycérolipides. Mais je m'en souviens plus trop. Donc, Eh ben, c'était vrai. Un triacylglycérol, en fait, c'est l'association de 3 acides gras à un glycérol par liaison ester. Donc, c'est la forme des réserves des acides gras au niveau des tissus adipeux. Et ces triacylglycérols, en fait, ensuite, ils vont être hydrolysés donc, par des lipases, comme on l'a vu encore aujourd'hui. Et pour les libérer, les acides gras, ils seront oxydés pour former de l'ATP. Donc, les glycérolipides, ce sont aussi, en fait, glycéro, ça va juste rajouter, il va surtout avoir sûrement un os en plus dessus, donc un sucre, ce qu'on verra quand on fera les glucides. Mais c'est aussi des formes de stockage des acides gras. Parce que dans le lipide, on a bien un acide gras, donc le fait de rajouter un sucre dessus, ça fait quand même du stockage d'acide gras. ouais. Voilà. Ok. Voilà. Donc pour la 1, c'était CDE. Si vous avez... Voilà. On fait la 2. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour regarder la 2.
C'est bon pour moi. Ouais, pour moi aussi. Ok, donc item A. Alors, allez, hop, je peux bouger. Un ganglioside GD2 est composé de 2 molécules d'acide sialique et 2 oses. Vrai ou faux? Faux. Faux. Alors oui, c'est bien faux. Maintenant, je vais vous expliquer dans le détail donc pourquoi. Donc G, c'est la signification, c'est ganglioside dans la nomenclature. Le D, c'est pour di. Donc ça aurait pu être GM, GD ou GT, hein, donc mono, di ou tri. Donc ça, c'est le nombre de molécules d'acide sialique. Donc il y avait bien 2 molécules d'acide sialique, cette partie était vraie, que c'est représenté par le D pour le di. Par contre, au niveau, et le chiffre qui suit, c'est le nombre de sucres. Sauf que c'est contraire à la pensée. C'est-à-dire que si on a un sucre, si le numéro c'est 1, ça veut dire qu'on a 4 sucres. Si le numéro c'est 2, ça veut dire qu'on a 3 sucres. Si on a le numéro c'est 3, c'est qu'on a 2 sucres. Et si le numéro c'est 4, c'est qu'on a un sucre. Donc un GD2, du coup, vu qu'il est D, il a 2 molécules d'acide salique. Mais vu qu'il a un 2, il a 3 sucres. Donc la partie fausse, c'était les 2 oses. En fait, il en a 3. Donc l'item A était faux. Item B. La vitamine E possède une action anti-vieillissement en limitant les agressions oxydatives. Vrai ou faux? Ça, j'ai mis que c'était vrai. Et toi, Mathilde, tu as une idée? Oui, je dis vrai. Ouais, ok. Eh bien, vous avez raison tous les deux. La vitamine E, en fait, ça limite la peroxydation, c'est-à-dire l'oxydation, c'est pareil, des acides gras par les radicaux libres. Donc, c'est une molécule antioxydante, et si elle est antioxydante, du coup, elle est anti-vieillissante. Donc, l'item B était bien vrai. Les AINS ont une action inhibitrice sur les enzymes COX qui permettent, entre autres, la synthèse des prostaglandines. Vrai ou faux? Ouais. Vrai aussi. Ouais, c'est bien, vous avez raison. Par exemple, l'aspirine, c'est un AINS, ça vous repérez en pharmacologie. Et en fait, ils ont une action inhibitrice des cyclooxygénases, donc les COX. Et les cyclooxygénases, si on ne les bloque pas, elles permettent la synthèse des prostaglandines, du thromboxane et des prostacyclines. Et d'autres choses aussi, à partir de l'acide arachidonique. Donc, c'est vrai, donc l'item C était bien vrai. Item D. Un déficit en céramide peut entraîner une dermatite atopique. Vrai ou faux? Là, j'ai mis. Là, j'ai mis vrai. Ouais. Fiona a bien raison, c'était vrai. Parce qu'en fait, les céramides, c'est ce qui assure l'étanchéité et la solidité de la peau. Et si on a un déficit en céramide, en fait, ça va entraîner une dermatite atopique. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un eczéma, hein. Donc une fragilité de la peau. La peau, elle est beaucoup plus sensible aux agressions. Donc, un déficit en céramide peut bien entraîner une dermatite atopique. Parce que du coup, elle sera plus sensible aux agressions extérieures. Parce que les céramides de base sont là pour la protection de la peau. Donc, item D est vrai. D'accord. Item E. Un déficit en exosaminase A est retrouvé dans la maladie de Tay-Sachs. Vrai ou faux? Ça, je dirais que c'est faux. Et toi, Mathilde, je ne sais pas si tu l'as dit. Je pense que Ça, c'est tu sais possible. pas? Alors, Non, je pense que c'est c'est... faux. D'accord. Alors, donc, dans la maladie de Tay-Sachs, ce qui se passe, c'est qu'on a une accumulation de GM2, donc de gangliosides mono avec 3 sucres, hein, et un déficit en phospholipides, parce qu'il y a un manque d'exoaminase A qui vont dégrader les GM2 en céramide. Donc, cette maladie, elle est je vais pas y arriver, neurodégénérative, et elle va conduire à une décérébration progressive. Donc, on retrouve bien un déficit en exoaminase A dans la maladie de Tay-Sachs, qui est dû, qui s'explique, oui c'est vrai, qui est dû par une accumulation de GM2 et un déficit en sphingolipides. Ok. Tay-Sachs. Voilà, donc les réponses c'était B, C, D, E. Et donc si c'est bon pour vous, je vous laisse regarder le troisième pucelle.
J'ai un peu du mal à faire cette question. Mais... Ok, pas de souci, on va le faire ensemble. Alors, donc, on considère le lipide suivant. Donc là, qu'est-ce que déjà on peut observer le lipide? Donc on voit qu'on a notre glycérol et qu'à chaque fois là, on a 3 acides gras. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que celui-là, c'est un acide gras saturé et que les deux autres, ce sont des acides gras insaturés. On pourrait carrément s'amuser déjà à compter le nombre. Alors, attendez. Donc 1, 2. Oh, ah oui. 1, 2. Après, là, vu qu'il y avait 4 insaturations, on aurait pu direct deviner. Mais là, on voit bien, si on compte, on trouve 20 avec 4 insaturations en 5, 8, 11 et 14. Donc, du coup, direct, on sait que c'est l'acide arachidonique. On l'a directement identifié. Alors, le deuxième, on a juste à compter. Alors, 18. 18, donc c'est l'acide stéarique. Il a 0 insaturation. Il n'en a pas, c'est un acide gras saturé à 18 carbone. Et on compte pour le dernier. On a 18 avec 3 insaturations. Donc là, on a 2 solutions. Soit c'est le alpha, soit c'est le gamma linolénique. Donc, on va juste repérer donc, où se situent les insaturations. Je vous rappelle que pour alpha, c'est 9, 12, 15. Et pour gamma, c'est 6, 9, 12. Donc là, on compte pour le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On trouve 9. On sait que c'est le alpha. Donc là, déjà, on a commencé par identifier les acides gras présents sur notre lipide, sur notre glycérol. Là, du coup, on a bien un triacylglycérol. Voilà. Donc, item 1. Le lipide ci-dessus est un trialcool estérifié à 3 acides gras. Là, vous avez mis vrai ou faux ou ça vous a perturbé comment c'est écrit? Moi, là, j'avais mis... enfin, là, il y a 3 acides gras, donc c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Ces lipides, c'est bien un trialcool estérifié. On a bien on a notre glycérol donc à 3 alcools qui a bien été estérifié 3 fois avec 3 acides gras. Donc oui, c'est l'item A est bien vrai. Bien. Alors ensuite, item B. L'action de la lipase pancréatique sur ce lipide permettra la libération d'un acide arachidonique et d'un acide linoléique. Alors, qu'est-ce que permet la lipase pancréatique? Déjà, il faut commencer par se rappeler ça. Elle permet de libérer les acides gras en C1 et C3. Donc, on voit C1 et C3, là, c'est bien écrit. Donc, c'est-à-dire le C1, l'acide arachidonique, et en C3, l'acide alpha-linoléique. Donc là, en fait, le piège, c'était que l'acide, ce n'est pas l'acide linoléique, c'est l'acide alpha-linolénique. Donc ça, c'est si vous seriez trompé si vous aviez mal identifié votre acide gras. Sinon, en soi, c'est vrai, la lipase pancréatique, elle libère bien l'acide gras en C1 et en C3. Donc là, c'est bien les 2 acides gras qui ont été libérés, sauf qu'ils se sont trompés dans la nomenclature de l'acide gras en C3. Donc l'item B est faux. Voilà. Alors, item C. La lipase intestinale intervient après l'action de la lipase pancréatique et permet de libérer l'acide gras en C2 et l'alcool. Ça vaut, c'est vrai ou faux? J'aurais dit vrai. D'accord. Et toi, Fina? Je sais pas. Mathilde a bien raison. La lipase intestinale, c'est celle qui vient après la lipase pancréatique. Et vu que C1 et C3, ils ont déjà été coupés, en fait, il ne reste plus que C2 à couper. Donc lui, il va bien venir couper, libérer l'acide gras en C2. C'est le seul qui reste. Parce que le lipide, il est déjà passé par la lipase pancréatique qui lui a enlevé C1 et C3. Il ne lui reste plus que C2. Donc ça va bien libérer l'acide gras en C2. Et du coup, le glycérol, donc l'alcool, il va être libéré aussi. Il sera tout seul maintenant. Donc maintenant, on aura un glycérol plus 3 acides gras après. Tout sera libéré. Donc l'item C est bien vrai. Item D. Le lipide ci-dessus est
est principalement transporté par les HDL. Alors ça, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, parce qu'on l'a fait aujourd'hui du coup. Non. Non, ça veut dire. Alors, c'est faux, parce que ce lipide, c'est un triacylglycérol. Et les triacylglycérols, ils sont transportés par les kilomicrons pour les triacylglycérols qui sont alimentaires et par les VLDL pour les triacylglycérols qui sont endogènes, donc endogènes, c'est-à-dire produits par notre propre corps. Donc c'est faux parce que dans tous les cas, ça ne serait jamais le HDL. C'est soit les kilomicrons, soit les VLDL, mais pas les HDL. Donc item D, il est faux. Maintenant, item E. Un rapport LDL-HDL égal à 5,5 signale un risque accru de maladie cardiovasculaire. Ça, je pense que ça ne vous parle pas trop. Donc, Non. Les LDL, je vous rappelle, c'est le mauvais cholestérol, alors que le HDL, c'est le bon cholestérol, entre guillemets. Et du coup, le rapport LDL-HDL, il doit être environ égal à 3,5. Donc ça, c'est notre normalité, la normale. Si le rapport LDL-HDL est supérieur à 3,5, ça veut dire qu'on a plus de LDL, enfin on a un taux de LDL bien supérieur au HDL ou un taux HDL trop inférieur. Donc on a, en tout cas, dans ce rapport, on a plus de mauvais cholestérol que de bon cholestérol. Donc oui, ça peut être un risque accru de maladie cardiovasculaire, parce que vous aurez trop de mauvais cholestérol par rapport au bon cholestérol. Donc l'item E est vrai. C'est bon? Vous avez des questions? On peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Ok, alors, hop, juste que j'enlève ça. Hop, c'est parti. Ah, ouais, ça. B. Bah, pourquoi il n'y a qu'une... Ah oui, non, c'est parce que ce n'est pas les mêmes fichiers. C'est comme ça. Ah, bah là, vous avez qu'une item A. Ça, c'est embêtant. Alors, on va effacer. Comment je pourrais faire pour que vous ayez les... Alors, je peux... tac. Non, je crois que je peux même pas faire de copier-coller. Alors, je vous laisse regarder déjà pour l'instant là, cette partie. Juste le premier item et après, on naviguera entre les deux pages. C'est bon, j'ai lu. Moi aussi. Alors, notre question 4. Après digestion donc, du lipide du triacylglycérol qu'on a vu juste avant, on obtient donc 3 acides gras, C1, C2 et C3. Et du coup, on réalise une chromatographie sur couche mince, donc avec les lipides. Donc avec les lipides suivants, donc C1, C2, C3 qui proviennent du triacylglycérol qu'on a vu juste avant, mais aussi le cholestérol stéarate et l'oléoïde sphingosine phosphocholine. Alors, et voilà le résultat qu'on obtient. On nommait donc la plaque de chromatographie qu'on obtient. Et du coup, là, on a nommé les dépôts alpha, bêta, delta, gamma et phi. Donc, premier item, on demande si dans une chromatographie sur couche mince, on utilise un solvant organique et un support polaire. Vrai ou faux? Est-ce que c'est bien le solvant qui est organique? Est-ce que c'est bien le support qui est polaire? Vrai? Vrai. Et vous avez raison, c'est vrai. Dans une chromatographie sur couche mince, on a le support qui est polaire. C'est pour ça qu'au début, ça adhère, et le solvant organique, donc c'est la face mobile. Ensuite, je pense que je vais vous dire les items à l'oral, comme ça, ce sera plus simple, mais je vous laisse réfléchir pour que vous puissiez voir en même temps.
Du coup, le composé gamma, donc vous voyez, le composé gamma, c'est le 4e dépôt. Est-ce qu'il est le plus polaire de tous? Donc l'item, c'est le composé gamma est le plus polaire de tous. Vrai ou faux? Bah, Vrai. enfin, pour moi, celui qui est le plus en haut, par exemple, donc au niveau du Oui. gamma, c'est le plus lourd. Mais je sais pas si ça veut dire polaire ou pas. C'est le plus Là, il n'y a chargé, pas. enfin le plus chargé. Non, c'était Enfin, pas ça. non, dans la chromatographie sur couche mince, il n'y a pas vraiment de lien avec la densité. Ce n'est pas forcément le plus lourd. Ça va être par affinité. Je ne sais pas si ce matin, je te rappelle, je t'ai expliqué. C'est une histoire d'affinité. Ah, Donc là, en l'occurrence, c'était faux. En fait, le gamma, c'est le plus apolaire parce que c'est celui qui a le plus migré. Parce qu'en fait, s'il avait été le plus polaire, ça veut dire qu'il aurait une grosse affinité avec la phase stationnaire, celle qui ne bouge pas. Et du coup, il n'aurait pas beaucoup migré. Par exemple, le delta, c'est lui le plus polaire. Parce qu'il n'a pas beaucoup migré, parce qu'en fait, il est polaire. Du coup, il a une très grosse affinité avec le support, qui lui aussi est polaire. donc D'accord. le delta, c'est le plus polaire. Voilà. Et le gamma, c'est le plus apolaire, parce qu'il n'a pas d'affinité pour le support polaire. Du coup, il a migré avec le solvant organique et il a migré le plus loin. Ah, c'est bon, je pense à me rappeler. Ok, oui. Voilà. Du coup, l'item C, c'est le lipide delta est un ester de cholestérol. Vrai ou faux? Vrai. Le Donc, lipide Mathilde dit est un vrai. éther de cholestérol. Faux? Oui, c'est bien faux. Et pourquoi? Parce que je rappelle, dans le cours, donc quand on parlait des lipides, on a dit qu'en chromatographie sur couche mince, il y a un ordre du plus polaire au plus apolaire. Et cet ordre, donc là, si je fais du plus polaire au plus apolaire, on a les phospholipides. Phospholipides. Puis on a les glycophospholipides. Les glycophospholipides, pardon. Les glycophospholipides. J'irai pas mentir, les glycosango. Puis ensuite, on a les monoacylglycérols, puis les diacylglycérols, puis le cholestérol avec un L, O, les triacylglycérols, puis les esters de cholestérol. Je vous ai dit ça, cet ordre, il est à apprendre par cœur. Et donc, cholestérol, et là, on est le plus polaire, et là, on est le plus apolaire. Et du coup, là, on nous disait delta, je répète l'item, delta est un ester de cholestérol. Sauf que le delta, on a dit, c'est celui qui a le moins migré. Donc, c'est celui qui est le plus polaire. Sauf que les esters de cholestérol, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce sont les plus apolaires. Donc, l'item B est faux, parce que le lipide delta, ça ne peut pas être un ester de cholestérol, parce qu'il est très polaire, alors que les esters de cholestérol, ils sont très apolaires. Voilà. Donc ça, c'est important à retenir cet ordre, et de savoir que les phospholipides, c'est les plus polaires, et que les esters de cholestérol, c'est les plus apolaires. Donc ça, c'est important de connaître l'ordre dans lequel, après, ils sont de polarité croissante ou décroissante. Très important à connaître. Vous pouvez pas, pour par exemple cet exercice, vous ne pouvez pas faire sans ça. D'accord. Donc, voilà. Alors, continuons. Du coup, j'en étais item C. Le composé psi est un acide gras qui possède plus d'insaturation que l'acide gras en bêta. Donc, on vous demande si cet acide gras, est-ce qu'il a plus d'insaturation que celui-là? Donc, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Le composé phi est un acide gras qui a plus d'insaturation que l'acide gras en bêta. Donc lui, il a plus d'insaturation que lui. C'est ce que l'item vous dit. Eh ben, c'est... Ouais. C'est vrai, non? Attends, non, attendez. Il y a plus d'insaturation. Plus on a d'insaturation, plus on est polaire. Non, je sais pas. Oui, Non, je suis d'accord avec toi. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Du coup, du si coup, tu vas non. au bout du raisonnement, voilà, Du du coup, coup, c'est c'est faux. L'insaturation, elle augmente la polarité. Et si elle augmente la polarité, elle diminue la migration. Parce que plus on est polaire, moins on migre. Donc, c'est phi.
qui possède le moins d'insaturation. Parce que du coup, il est moins polaire, donc du coup, il a moins d'insaturation, il a moins d'affinité pour la phase stationnaire, du coup, il migre le plus loin. Donc l'item D était faux. Item E, le composé alpha est l'acide stéarique. L'acide stéarique, je vous rappelle qu'on l'avait par rapport au triacylglycérol. C'était le composé C2. Donc, on vous demande si le composé alpha est l'acide stéarique. Est-ce que vous pouvez le remontrer, s'il vous plaît, une seconde? Oui, pas de souci. Je peux remonter. Alors, je ferme ça. Je vous remonte là. Donc là, on avait, je vous rappelle que C1, c'est l'acide arachidonique, C2, c'est l'acide stéarique, et C3, on a dit que c'était le alpha-linolénique. Bah, comme le C2, il est plus saturé, moi, je dirais qu'il est plus apolaire. Donc, et c'était quoi la question? C'était, est-ce que c'est le composé alpha? Est-ce qu'il correspond à celui-là? Alors, attendez. Hop. Est-ce que c'est lui? Et bah, je dirais Est-ce que que c'est... oui, alors. Bah oui. Je dirais vrai, Machias aussi, et vous Oui. avez raison. En fait, l'acide gras qui était, donc l'acide alpha-linéarénique, c'était l'acide gras qui était présent en C2. Il était le deuxième plus apolaire. Donc, on voit bien que là, le premier plus apolaire, on l'a en gamma. Du coup, il était bien le deuxième plus apolaire. Donc, il est le deuxième à migrer le plus long, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez bien raison, il est bien apolaire, et c'est pour ça que alpha, c'est bien C2. Donc, item 4, c'était A et E. Enfin, question 4, c'était A et E. Et donc là, si on voulait tout identifier tous les... on va faire un petit aparté, que en fait, vous aurez pu faire avant. Donc, en fait, là, il y a deux techniques. Soit vous commencez à lire les items et vous voyez si vous pouvez répondre en les prenant un à un. Ou alors, vous vous concentrez d'abord sur la chromatographie. Vous essayez tous les identifier. Et comme ça, après, vous pouvez répondre aux items. Donc, dans une CCF, du coup, on utilise un support polaire et un solvant organique comme l'éther. Donc, les plus liquides, les plus polaires, ils vont être retenus par le support et donc peu migrer. À l'inverse, du coup, les lipides les plus apolaires, eux, ils vont migrer beaucoup parce qu'ils ont un rapport frontal, si vous vous souvenez, proche de 1. Pour les acides gras, la polarité, elle augmente avec la saturation. Donc, les acides gras saturés, ils migrent plus loin que les acides gras insaturés. Donc, ensuite, pour les lipides complexes, donc ça, c'était tout l'ordre que je vous ai donné, on a du plus polaire au plus apolaire phospholipides, glycosphingolipides, monoacylglycérol, diacylglycérol, cholestérol, triacylglycérol et ester de cholestérol. Donc, les trois composés C1, C2, C3, on les connaît. Donc, ça, c'est le 22.4. Là. Là, on a le 18.0. Et en C3, on avait le 18.3. Ensuite, le cholestéryl stéarate, c'est un ester, c'est dans le mot, ester de cholestérol, c'est tout dans le nom. Et donc, le oléoïde sphingosine phosphocholine, c'est un sphingophospholipide. Sphingophospholipide. Et du coup, après, vu qu'on les connaît, on n'a plus qu'à les trier. Donc, là, on va les trier du plus polaire au plus apolaire. Donc, au plus polaire, on a les phospholipides. Donc, on va avoir des phospholipides, on n'en a pas. Par contre, après, on va avoir les sphingolipides. Donc, le oléoïl, je vais juste écrire oléoïl, hein, c'est un petit peu long sinon, ça va être notre plus polaire. Plus polaire, donc celui qui va migrer le moins. Et ensuite, juste après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre C1. Donc l'acide arachidonique, ça va être le deuxième plus polaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a 4 insaturations. Et c'est ça qui va jouer. C'est-à-dire qu'en fait, le cholestéryl estérate, vu que c'est l'ester de cholestérol, on sait déjà que c'est le dernier. Je vais le mettre là. Cholestéryl. C'est forcément le dernier, c'est un ester de cholestérol, il n'y en a pas d'autre. C'est le plus apolaire, on le sait. Donc là, il nous reste quoi à placer? C1, C2 et C3. C2 et C3, c'est facile de faire la différence entre les deux, parce qu'ils ont le même nombre de carbone, mais C3 a des insaturations, donc C3 est plus polaire. Donc on sait déjà que C3, il va être avant C2. Maintenant, ce qu'il nous faut placer, c'est C1. Et donc le C1, c'est celui qui est un peu le moins évident à placer, parce qu'il a 20. En soi, il a... parce qu'on pourrait penser, vu qu'il a 20 carbone,
du coup, il va aller plus loin. Ça augmente avec le nombre de carbone. En fait, ce qui va surtout jouer, c'est son nombre d'insaturation. Et c'est pour ça, vu qu'il a 4 insaturations, c'est pour ça qu'il va venir se caler avant le C3. Et du coup, l'ordre, ça sera C1, C3 et C2. Et du coup, après, on a juste à mettre l'ordre au niveau des nomenclatures qu'on nous donne ici. On a juste à les classer par l'ordre du plus polaire. Donc, on voit que delta, c'était le plus polaire. Ensuite, on avait bêta. Ensuite, on avait phi. Ensuite, on avait alpha. Et ensuite, on avait gamma. Et du coup, là, vous avez direct identifié le delta, c'est l'oléoïl, pardon. En C1, on avait, enfin, bêta, c'était C1, phi, c'était C3, alpha, c'était C2, et le cholestéryl, c'était gamma. Donc, c'est la deuxième façon de résoudre ce genre d'exercice. Soit on passe de QCM en QCM, en réfléchissant à chaque QCM, soit on réfléchit au début pour tous les identifier, et après, on répond aux questions. Donc, ça, après, c'est un choix qui est à vous de faire. Après, ça dépend un peu aussi des exercices, parce qu'il y a des exercices où il faudra tout d'abord réfléchir. Il y a des exercices où on n'est pas forcément obligé de réfléchir avant d'avoir commencé les items. Là, ça dépendra des exercices et de vous aussi. Voilà. Alors, on continue. Donc, on passe à la question 5, du coup. Ah, je vais essayer un peu spoiler la réponse, parce que j'ai oublié de les enlever sur ce pas. Bon, vous faites comme si vous n'aviez pas vu, évidemment. Je vous laisse. Pourquoi elle ne veut pas se cacher la réponse? Voilà. Je vous laisse regarder donc la question quelques minutes. Alors, juste dites-moi, est-ce que là, vous voyez encore l'exercice? Oui. D'accord. Parfait.
C'est bon. C'est bon aussi. Ah, mon micro n'était pas activé, désolé. C'est pour ça que je parle dans le vide depuis 2 minutes. Mais bon, reprenons Ah, du coup. je comprenais pas moi, pardon. Oui, non, mais je parlais et je n'avais pas de micro. Donc, à propos du lipide ci-dessous, item A, est-ce un glycérophospholipide? Oui. Oui. Donc, toi, tu as mis oui, et toi aussi, Mathilde, tu as mis oui. Ici, là, on n'est pas face à un glycérophospholipide, en fait. On a bien, ça y ressemble, mais disons que pour que ce soit considéré comme un glycérophospholipide, il faudrait qu'ici, là, on aurait eu conservation de l'oxygène, en fait. Là, vous n'avez plus votre oxygène. Parce que là, du coup, vous auriez mis un glycérol ici. Et en fait, ici, vous n'avez plus de glycérol, parce que vous n'avez plus l'oxygène. Donc, en fait, il n'y a pas de glycérol ici. Donc, ça ne peut pas être un glycérophospholipide. Je vous rappelle que le glycérol, c'est ce groupement, hein, avec à chaque fois la présence d'OH. Et là, ici, vous n'en avez pas. Donc, ici, on n'est pas face à un glycérophospholipide, parce qu'il y a absence de glycérol. Donc, maintenant, on va passer du coup à l'item B. Est-ce que ça peut être une céramide, par contre? Bah, Oui. j'avais mis faux. Bah, parce que pour moi, c'était le glycérophospholipide. Oui, du coup, ça peut aller. Donc, ça Ouais. doit être Et en vrai. fait, oui, voilà, et c'est vrai. Parce que, en fait, donc là, on a une molécule de sphingosine qui est reliée à un acide gras par une liaison amide. La liaison amide, on la voit ici. Donc, on a ces doubles liaisons O liées à un azote. Donc, c'est une liaison amide. Et du coup, la sphingosine liée à un acide gras par une liaison amide, c'est bien un céramide. Donc, et là, on voit aussi que par contre, il est lié à un groupement phosphocholine. Ça n'empêche. Mais donc, du coup, c'est bien vrai, on a bien un céramide. Donc, item B est vrai. Item C, ce lipide est apolaire. Faux. Faux. Exactement. C'est faux parce que les lipides, ce sont les phospholipides, ils sont polaires. Donc, le groupement phosphate, en fait, il est chargé négativement et du coup, il est très polaire. Ce lipide contient une liaison amine. Vrai ou faux? Faux. Faux. Exactement. Amide. Voilà, comme j'ai dit, il contient une liaison amide. Mhm. Mais piège dans lequel je suis moi-même tombée, l'item était bien vrai. Hein, parce que là, oui, il y a une liaison amide, mais là, on a bien. Non, c'est bien faux. Autant pour moi. Oui, item faux, du coup. Et maintenant, item E, ce lipide est nommé le icosanoïl sphingosine 1-phosphocholine ou Moi, sphingomyéline. Enfin, là, il y a un espace entre le ou et la sphingomyéline. moi, j'ai dit que c'était faux. Donc, c'était Ah, faux. je Et sais qu'est-ce que pas tu du aimes? tout. Oui, tu as eu peur du nom, je comprends. Ouais, c'est ça. Donc, l'icosanoïl, en fait, ça veut dire acide éicosanoïque. Et acide éicosanoïque, ça provient de l'acide arachidique. Donc, l'acide qui est acide gras saturé à 20 carbone. Hein. Et du coup, on a bien une autre molécule de sphingosine et notre groupement sphingocholine, phosphocholine. C'est donc un céramide qui a une phosphocholine et du coup, on appelle ça une sphingomyéline. Donc, icosanoïl, je répète, c'est pour l'acide éicosanoïque qui provient de l'acide arachidique, donc qui avait 20 carbone. On a bien une sphingosine et une phosphocholine. Donc, en fait, là, il n'y a rien de faux dans cet item. Et je vous avais expliqué sur le fait du vrai et du faux. Le vrai du faux, c'est quand on ne peut pas prouver que c'est faux, alors on met que c'est vrai.
que là, c'est compliqué de savoir si oui, c'est le nom exact scientifiquement. Enfin, vous ne pouvez pas vraiment le savoir. Mais par contre, vous pouvez savoir que icosanoïl, ça correspond parce qu'on est bien un dérivé d'acide arachidique. La sphingosine, il y en a bien une. On a dit d'ailleurs que c'était une céramide. On a bien un phosphocholine. Ça peut s'appeler la sphingomyéline. Donc, du coup, l'item E est vrai. D'accord. Mais en fait, c'est que je pensais, moi j'ai mis faux parce que je me suis dit, là, il y a une, comment on dit, une liaison Amide. trans Ah, trans, à oui. cause de l'insaturation. Et comme et je pensais que c'était pas précisé dans le nom pour moi, donc j'ai dit non. Ah, c'est pour ça. Oui, mais non, tu vois, du coup, c'est ce que je t'ai dit. Vu que, en fait, là, tu t'es dit, oui, on aurait dû mettre une donnée en plus et comme ça aurait été plus vrai. Mais c'est pas parce que c'est pas plus vrai que c'est faux. Tu vois, ça Ouais. manque de Mm. précision, mais c'est pas faux. Mais si on avait mis l'insaturation, ça aurait été, enfin, ça aurait été exact. Là, c'est juste pas très précis, mais ça en fait pas pour autant un item faux. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est vrai. Du coup, voilà, du coup, c'est vrai. Et du coup, c'était la B et la E. Ok. Voilà. Du coup, on va passer à la question 6. Alors là, j'ai eu un petit problème, c'est que je vous ai mis le mauvais fichier. Du coup, on va essayer de cacher la réponse à chaque fois. Donc, je vous laisse lire l'énoncé. Et dès que vous aurez vu les premières lignes, je vous baisserai pour que vous voyez tous les items. Je vous laisse 2 minutes, comme ça après je baisse et vous pouvez voir les autres items. Madame, euh, madame, c'est Oui, ça. Je oui, c'est ça. vais juste me déconnecter une seconde parce que je vais le mettre sur mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur mon ordinateur Pas de souci. et, et je peux pas le D'accord, du coup, je charger vais. donc D'accord. ok. Je reviens dans une Oui. seconde. C'est bon.
Madame, est-ce que vous pourriez le faire avec nous? Enfin, pour moi en tout cas. Non, s'il vous plaît. Oui, d'accord, pas de souci. Alors, hop. Donc là, on est en. Donc pareil, c'est de la chromatographie aussi. Mais là, on est en HPLC. Enfin, on est en HPLC. Bon, j'ai spoilé. Non, d'ailleurs, on n'est pas en HPLC. Bon, du coup, là, la question, d'abord, ça va de savoir ce sont les résultats de quoi. Donc, souhaitant faire du ménage dans ses placards, notre chère Anna retrouve des résultats incomplets d'analyse lipidique. Anna ne se souvient pas très bien de ses analyses, donc en fait, on doit retrouver quel type d'analyse elle a fait. Mais c'est cependant que les deux résultats concernent les 5 mêmes lipides. Donc, les résultats 1, c'est les mêmes lipides que les résultats 2. Et donc, du coup, là, ce qu'ils nous ont donné, c'est qu'on a quelques infos pour les résultats 1 et quelques infos pour les résultats 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on note les deux, ce qu'on sait. Donc, ici, c'est un acide gras essentiel, donc on en connaît deux. C'est 18,2 ou 18,3. Et donc, 18,3, c'est le alpha, donc c'est le 9, 12, 15. Et vu qu'il a 18 carbone, ça veut dire que c'est un oméga 5. Parce que comment vous pouvez retrouver oméga? C'est que vous prenez le nombre de carbone moins la position de la dernière insaturation. Et du coup, là, la dernière insaturation pour l'alpha-linolénique, c'est 15. Du coup, ça ferait 18 moins 15 et ça donnerait un 3. Du coup, on aurait une série oméga 3. Par contre, si on prend le deuxième acide gras essentiel, qui est l'acide linoléique, c'est le 18,2 avec un delta, donc ici, qui est 9, 12. Donc la dernière insaturation, elle est en 12. Du coup, si on fait 18 moins 12, on trouve bien 6. Donc c'est bien un acide gras essentiel en oméga 6. Oh, je voulais faire un 6, pas un A. Donc l'acide gras essentiel qu'on a ici, c'est l'acide linoléique. Donc c'est le 18,2. Voilà. Ça, c'était pour la linoléique. Pardon. Ça, c'était pour la démonstration de l'acide gras essentiel. Ensuite, l'acide octodécanoïque. Donc, on a un AN. Du coup, ça veut dire que c'est un acide gras saturé. Parce que s'il était insaturé, ça serait un N. Octodéca, ça veut juste dire 18. Et du coup, OIC, c'est juste parce que c'est un acide carboxylique. Hein. Du coup, on est en 18 2.0. Donc, en fait, c'est l'acide stéarique. Ils auraient pu écrire acide stéarique. Ils auraient décidé de donner sa nomenclature, son nom, sa nomenclature propre et pas son nom usuel. Ensuite, le C', on sait que c'est un acide gras abondant dans l'huile d'olive. Du coup, si c'est un acide gras important dans l'huile d'olive, ça va être l'acide linoléique. Du coup, l'acide linoléique, c'est le 18.2. Enfin, le 18.1, pardon. 2.1. Ensuite, on a l'acide 6,6,6,6, 5, 8, 11, 14, icosate et tétraénoïque. Donc ça, c'est facile. Avec 4 insaturations, on sait déjà que c'est l'acide arachidonique 20 de contact. C'est facile à identifier. Alors, 2.2, je vérifie. Arachidonique, acide. Ah, dans l'huile d'olive, j'ai lu dans l'huile de lin. Donc, c'est évidemment pas l'huile d'olive, c'est l'acide laurique. Et l'acide laurique, c'est le 12,0. Donc, ça, c'est vraiment bien identifié. Là, on parle de l'huile d'olive et pas de l'huile de lin. C'est l'acide laurique qui est en 12,0. Alors, une fois que, du coup, on a identifié tous les éléments qu'on connaît, hein, c'est-à-dire que là, on connaît C, E, et C' et E', pardon. Du coup, on peut voir comment ils sont disposés les uns par rapport aux autres. Parce qu'on sait que c'est les 5 mêmes, mais là, on voit. Donc là, ils ont la même composition, et du coup, on va pouvoir comparer après pour chaque item. Mais le mieux, c'est d'abord d'identifier, évidemment, les acides aminés. Je vais juste baisser un petit peu. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit en item A? Les résultats 2 sont les résultats d'une chromatographie en phase liquide. Et alors, comment on peut répondre à cette question? On sait qu'en phase gazeuse, on va avoir le temps de rétention qui va augmenter avec le nombre de carbone et le nombre d'insaturations. Donc, plus on a d'insaturation, je n'ai pas vu autant décalé, je n'ai pas vu.
plus on a d'insaturation, plus notre temps de rétention il est long. Et donc, du coup, là, on voit par exemple que sur le résultat 2, le 12,0, il est avant, pardon. Il a un temps de rétention plus court que l'acide arachidonique qui est le 22,4. Donc, du coup, on est plutôt sur une phase croissante-croissante. C'est-à-dire, on croît avec le nombre de carbone et on croît avec le nombre d'insaturation. Et du coup, on ne va pas être sur une chromatographie pour les résultats 2 en phase liquide, mais une chromatographie en phase gazeuse. Parce qu'avec le nombre de carbone et avec le nombre d'insaturation, on augmente. Il faut savoir que l'équivalent, c'est à peu près de combien ça décale si ça avait diminué. C'est-à-dire qu'on va considérer que pour une insaturation, c'est comme si on avait, pour la phase liquide, hein, on va perdre à chaque fois, pour chaque insaturation, on perdra 2 carbones. C'est-à-dire que le 20,4, il serait équivalent à 20 moins 2 fois 4. Pour chaque insaturation, on perdrait 2 carbones. Donc là, on serait sur du 12,0. Donc si on était en phase liquide, lui, il devrait être en fait proche du du C', pardon. Il devrait être collé parce qu'ils auraient une insaturation, un temps de rétention qui est à peu près le même à cause des 4 insaturations de l'acide arachidonique. Donc là, on voit par contre qu'ils sont vraiment séparés. Ça veut dire que les 4 insaturations, elles n'ont pas eu un effet négatif sur le temps de rétention. Elles n'ont pas diminué le temps de rétention. Donc du coup, c'est une phase gazeuse et pas une phase liquide. Donc l'item A, il est faux. Par contre, qu'est-ce qu'on voit à l'item pour le résultat S1 ? Résultat 1, on va directement le déterminer aussi. On voit qu'on a le 18,2 qui a un temps de rétention inférieur au 18,0 pour un même nombre de carbone. Donc, ce qui a modifié, c'est le nombre d'insaturations. S'il y en a un qui en a 2, l'autre, il n'en a pas. Et du coup, là, on voit que le nombre d'insaturations, il a diminué le temps de rétention. Ça veut dire, et on voit bien qu'il est bien avant, parce que je vous ai expliqué qu'une insaturation, ça compte pour 2 carbones. Donc, c'est comme si là, on avait 18 moins 2 fois 2. Donc, c'est comme si on avait 18 moins 4, donc c'est comme si on avait 14 carbones. C'est comme si on avait un 14,0. Et du coup, si on a un 14,0, là, on voit bien que ça a eu l'effet d'une phase liquide, parce qu'on a bien eu le nombre d'insaturations étant supérieur pour l'acide gras essentiel, il a bien diminué le temps de rétention. Donc ici, pour le résultat 1, on a phase liquide, et pour les résultats 2, on a phase gazeuse. Est-ce que ça va ? Oui. Oui. Donc je vous refais un petit cours. Phase gazeuse, ça augmente avec le nombre de carbone et le nombre d'insaturation. Phase liquide, ça augmente avec le nombre de carbone, mais ça diminue avec le nombre d'insaturations. Donc là, c'est comme ça qu'on a pu identifier que le résultat 1, c'est les résultats d'une phase liquide, et les résultats 2, c'est les résultats d'une phase gazeuse. Donc item A, les résultats 2 sont les résultats d'une HPLC, donc phase liquide, c'est faux. On nous demande après si le composé A' peut être de l'acide laurique. Alors, l'acide laurique, il est en 12,0. Je l'ai mis avant. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis 12,0 pour C'. Alors, attendez, hop, je me suis emmêlé les pinceaux là. Non, c'était pas 12,0 hein, pour A'. Pour C', pardon. L'acide C', c'est olive, du coup, c'est oléique. Olive, oléique, c'est logique. Du coup, oléique, c'est 18. Ah oui, du coup, c'était bon. Donc, du coup, oléique, c'est bien 18. Je ne peux pas écrire. Problème de stylo. Donc, acide gras de l'huile d'olive, c'est l'acide oléique. Ça, vous le retenez. Et du coup, on revient à notre item. Le composé A' peut être l'acide laurique. L'acide laurique, c'est un acide qui est en 12,0. Du coup, en phase gazeuse, il va avoir un temps de rétention qui est faible. Parce que je vous ai dit, nous, on va étudier surtout les acides gras, donc à partir de 12, 14, 16, 18, ce que vous avez dû apprendre dans le tableau. Du coup, c'est plutôt un acide gras donc avec un faible nombre de carbone. Donc, du coup, il va être dans ceux qui ont le plus petit temps de rétention. Le A', c'est celui dans le résultat 2 qui a le plus faible temps de rétention. On n'a pas assez d'informations pour contredire
le fait que ce soit lui. Donc, du coup, on met vrai. Parce qu'il y a écrit peut-être. C'est vrai. C'est lui qui a le plus petit taux de carbone, c'est très petit. Donc, c'est un petit temps de rétention. Du coup, est-ce que le composé A' peut être l'acide laurique qui a que 12 carbone? La réponse est vraie. C'est pas forcément lui, mais ça peut être lui. Donc, item B, vrai. Item C. Les composés A' et A peuvent être identiques. Alors, en phase liquide, du coup, pour les résultats 1, donc pour le A, l'acide laurique il va aussi avoir un temps de rétention faible. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de penser que A et A', c'est les mêmes. C'est pas les mêmes. Il se peut bien que A, ce soit aussi l'acide laurique. Parce que dans tous les cas, vu que c'est le nombre de carbone qui va influer, là, vu qu'on n'a pas il n'a pas d'insaturation, donc il n'y a pas ça qui joue, on a un temps de rétention très faible. Ça peut être également l'acide laurique. Donc l'item C est vrai. Il n'y a rien qui nous empêche de penser que A' et A, ce sont les mêmes composés. Et pas forcément l'acide laurique d'ailleurs, hein. Ça peut être les mêmes composés, juste parce qu'ils ont un temps de rétention faible. Là, je suis restée sur l'item B, mais c'est pas forcément l'acide laurique. Mais vu qu'ils ont tous les deux un temps de rétention faible, on peut penser que c'est le même composé avec un faible nombre de carbone qui pourrait être l'acide laurique. Ensuite, item D. Pour obtenir les résultats 2, on a réalisé une spectrophotométrie UV à 242 nanomètres. Donc, une spectrophotométrie UV à 242 nanomètres, on en fait bien une en HPLC, mais par contre, en phase gazeuse, on n'en fait pas. En phase gazeuse, on n'utilise pas la spectrophotométrie à 242 nanomètres. Du coup, on a réalisé une spectrophotométrie pour les résultats 1, qui sont ceux en phase liquide, et pas pour les résultats 2. Donc là, vous seriez trompé si vous aviez mal identifié quelle technique on a utilisée pour les résultats 1 ou les résultats 2. Donc l'item est faux parce que c'est pour obtenir les résultats 1 qu'on a utilisé la spectrophotométrie UV à 242 nanomètres. Non. Dernier item, l'acide. Le composé B', donc dans le résultat 2 du coup où on a eu une phase gazeuse, et l'acide stéarique. L'acide stéarique, je vous rappelle que c'est 18 2.0. Donc là, comment on peut faire pour savoir? C'est qu'on sait que le C', on est en phase gazeuse, hein, donc ça croît avec le nombre de carbone et ça croît avec le nombre d'insaturation, le temps de rétention. Du coup, on a en C' l'acide gras abondant dans l'huile d'olive, donc l'acide oléique. Donc l'acide oléique qui est le 18.1. Et là, on nous demande si le B', qui est juste avant, il peut être l'acide stéarique, qui est le 18.0. Et ben, donc le C', on voit bien qu'il a, enfin, il a le même, certes, il a le même nombre de carbone que le stéarique, l'oléique, mais par contre, il a une insaturation en plus. Donc, c'est normal qu'il soit après. Donc, il a un temps de rétention plus long. Donc, juste avant l'acide oléique, on peut bien avoir l'acide stéarique, parce qu'il a un même nombre de carbone, certes, mais il n'a pas l'insaturation. Donc, du coup, il a un temps de rétention inférieur. Donc, le composé B', ça peut être l'acide stéarique. L'item E est vrai. Ok. Est-ce que vous pourrez répéter tout ce qui est vrai exactement? Ce qui est vrai, c'est la B, la C et la E. Merci. La B et la C, parce que du coup, on ne peut pas dire que c'est faux. Enfin, on sait juste qu'il y a 5 lipides et que c'est les mêmes lipides. Donc, on nous dit, donc en A et A', ce sont des faibles temps de rétention. On peut estimer que c'est le même qui, en phase liquide et en phase gazeuse, a un faible temps de rétention. Ça peut être l'acide laurique parce qu'il a un faible nombre de carbone. Donc, ça ne nous étonne pas qu'il ce soit celui qui a avec le plus petit temps de rétention. Et la E, c'est vrai parce que l'acide stéarique, il a le même nombre de carbone que l'acide oléique, mais il n'a pas d'insaturation. Donc, du coup, son temps de rétention est bien plus court. Donc, ça peut effectivement être le B'. Ok. D'accord. Voilà. Donc, c'était B, C, B, C. Alors, ensuite, on continue. Alors, attendez, je vais juste effacer ça. Est-ce que mon stylo remarche d'ailleurs? Ah oui, là, c'est bon. Ok, nickel. Tableau blanc, c'est ce que je voulais faire. Ah oui, voilà, question 7. Il faudrait que je vous le remette sans les réponses, évidemment, pour que vous puissiez les faire. Regardez. Donc, je vous laisse regarder. Il faut voir le résultat d'avant.
Est-ce que vous avez besoin de les revoir ou je peux vous écrire? Comment? Non, comment? Alors, j'essaie de voir s'il faut que vous ayez le schéma sous les yeux ou si vous pouvez répondre sans les voir. Mais du coup, je vais vous remettre le schéma et je vous dirai les items à l'oral. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ok. Voilà, donc c'est toujours par rapport à ça. Hein. Donc l'item A, c'est dans la technique d'analyse qui a permis d'obtenir les résultats 1. Donc, je vous rappelle que pour les résultats 1, on a fait de la phase liquide. Les lipides ont été séparés sur une colonne de silice. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Là, c'est pour nous. Tu dis vrai et Mathilès? Vrai. Vrai. Eh ben, vous avez raison. En phase liquide, les lipides ils sont séparés par une colonne de silice, puis ils sont détectés par spectrophotométrie UV. Donc l'item A de la question 7 est vrai. Ensuite, la question B. Est-ce que E' et D, donc E', vous l'avez là, c'est l'acide arachidonique, on l'a vu, et D qui est ici, est-ce que ça désigne le même composé? Attendez, comment? Est-ce que ce composé-là, Oh, est-ce que oui. c'est le même que celui-là? Faux. Qu'est-ce que tu dis, Massy? Tu dirais faux aussi. Eh ben là, vous avez raison, parce qu'en fait, là, on est en 22.4. Et autant les insaturations en phase gazeuse, comme dans les résultats 2, ça va augmenter le temps de rétention, autant en phase liquide, ça va très fortement diminuer. Enfin, ça va diminuer c'est comme si on enlevait 2 carbones à chaque fois. Et là, vu qu'on a un 4, c'est comme si on enlevait 8 carbones. Donc, c'est comme si on passait de 20 à 12. Donc, du coup, et là, on a vu que cet acide essentiel, c'était 18. Donc, il ne peut pas être en D, l'acide arachidonique ici. Ici, il ne sera pas en D. Il sera forcément en B. Enfin, il sera en B. Il aurait pu être en A aussi, mais là, en l'occurrence, il serait plutôt en B. Il est forcément un temps de rétention plus court que l'acide gras essentiel, parce qu'il a beaucoup plus d'insaturation, ce qui fait qu'il a un temps de rétention beaucoup plus court en phase liquide. Donc l'item E' et D désignent le même composé, donc E' et D, c'est forcément faux. Parce que du coup, on change de phase, et en phase gazeuse et en phase liquide, ce n'est pas les mêmes éléments qui comptent pour le temps de rétention. Ensuite, D. Item C, D est l'acide arachidique. Vrai ou faux? Vrai. Tu dis vrai. Là, il faut bien comparer. Hein. Je vous réécris. Attendez. C, vous avez Oui, dit? on demande si lui, est-ce que c'est le 20 2.0? Voilà, l'acide arachidique. Et là, je vous rappelle qu'on est en 18,2. Ok. On demande est-ce que lui peut être 20 2.0? Moi, je dirais que c'est Je vous faux. rappelle qu'on est en HPLC. Ouais, c'est faux. Ouais. Pour moi, c'est faux. Tu dis faux. Je suis d'accord avec là. Parce qu'en HPLC, donc, là, au niveau de ces deux-là, et ben, en fait, ils n'ont pas d'insaturation. Donc, ce qui va compter, c'est le nombre de carbone. Donc, lui, normalement, s'il était présent, il serait après lui. Il a un temps de rétention plus grand parce qu'il a plus de carbone dans sa chaîne. Donc, normalement, il devrait être après le E. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de pic après, ça veut dire qu'en fait, il n'est même pas dans les 5 lipides. Mais s'il avait été là, il aurait été forcément après cet acide-là, avec un temps de rétention plus long. Donc, l'item D et l'acide arachidique, c'est forcément faux. C'est pas possible. Voilà. Donc, continuons. Item D, B, celui-là, et C', donc l'acide oléique, hein, sont la même molécule. Voilà. Attendez. Non, là, je dirais que c'est faux. Attends. Vous avez dit B et C'? Attendez, hein. Oui, j'ai dit B et C'. B et C'. Donc, le fait que B qui est... ouais, c'est faux. Il faut. Et toi, Mathilde, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, je pense que je dirais vrai.
Yeah. Alors là, du coup, on a l'acide oléique, hein, c'est celui qui est abondant dans les huiles d'olive, donc le 18.1. Et du coup, on nous demande est-ce que ça pourrait être l'élément en B. Alors, ici, en C, on a acide gras essentiel 18.2. Donc, on nous demande est-ce que. Donc là, on nous demande, hop, je vais mettre le focus, est-ce que lui, il pourrait aller là? Et là, du coup, il faut qu'on revienne au fait que là, on est en HPLC. Alors, c'est-à-dire que si on va partir du postulat que c'est vrai, ici, on a le 18 points. On va dire oui, c'est vrai. Et maintenant, on vérifie si, en fait, est-ce que c'est possible? On est en HPLC. Je vais écrire HPLC. Quelles sont les règles de l'HPLC? Si le nombre de carbone augmente, temps de rétention augmente. Par contre, si le nombre d'insaturation, je vais appeler X, augmente, temps de rétention, il diminue. Et là, du coup, on se rend compte que du coup, eh ben, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible parce que là, on a plus d'insaturation. Du coup, en HPLC, il devrait avoir un temps de rétention plus court. Ça veut dire qu'il Mhm. faudrait que lui soit là ou alors que lui, il soit ici. D'accord. Enfin, vu que lui, on sait qu'il est là, c'est forcément, il faut que lui, il soit ici. Donc, du coup, cet item est faux. Le B, il ne peut pas correspondre au C'. C'est pas possible. Parce que quand après, on vérifie notre méthode d'analyse, eh ben, il y aurait une erreur dans l'analyse. C'est pas possible. Donc, B est différent de C'. Ensuite, dernier item, en chromatographie en phase gazeuse, on réalise une alkylation des acides gras suivie d'une vaporisation des composés dans un gaz noble. Vrai ou faux? Excusez-moi, mais je vais vous faire répéter, hein. Est-ce Pas que de vous pouvez souci. répéter? En chromatographie en phase gazeuse, on va Oui. réaliser une alkylation des acides gras suivie Mhm. d'une vaporisation des composés dans un gaz noble. Ah, ça, je dirais que c'est vrai. D'accord? Et toi, Mathilès? Je sais pas du tout. Ben, Sina, tu avais bien raison, c'est vrai. En fait, l'alkylation des acides gras, ça va les transformer en esters d'acides gras. Et ces esters d'acides gras, ils sont très apolaires. Et après, oui, c'est vrai, on va les vaporiser dans un gaz qui est noble. Donc, oui, l'ITM était bien vrai. Donc, voilà. Donc, si c'est bon pour vous, on continue. Il n'y avait que C'est Ali. 4. Du coup, c'était la B, la C et la E. Enfin, la A et la E, pardon. La A et la E. Parce qu'on est à la question 7. Ah, La A et la la E, A, la A et mais la vous E. Bon. l'aurez. Mais on a Oui, sauté la D, parce que alors on a sauté la D, non? si la D, on l'avait fait, la D, c'était B et C' sont la même molécule. Ah, ok, donc c'est Oui, vrai, de toute faux, façon, je vais faux, vous le faux, vrai. remettre. Ok. Voilà. Je vous le remettrai. Enfin, les réponses et les questions, c'est pareil. Parce que du coup, c'est mieux pour travailler que d'avoir les réponses juste après. Ce que vous verrez, parfois, vous aurez un inconvénient, c'est que les gens, ils aiment bien faire ça. Je vais essayer de l'enlever. Ok. Question 8. Alors, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Je vous laisse regarder quelques minutes et après, on corrige. C'était quoi déjà les plaques d'athérome, madame? Tu peux répéter? J'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Les plaques d'athérome, c'était quoi déjà? Alors, il dit les. Alors, ah oui, les plaques d'athérome. Donc ça, c'est juste. Enfin, c'est comme l'eczéma, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure, la dermatite apoptique. Enfin, apolitique, pardon. D'accord. Voilà, c'est pareil. Ok.
Donc, pour plus de précision par rapport donc, à l'item, donc les plaques d'athérome, enfin, ça cause physiquement de l'eczéma, mais c'est dû à un problème de cholestérol, hein. D'accord, ok. D'accord. Alors, attends. Ok. C'est bon. C'est bon pour moi aussi. Alors, du coup, c'est parti. Donc, question 8. Item A, plus une lipoprotéine est dense, plus son volume est important. Vrai ou faux? Ouais. Ouais. Eh ben, alors là, il faut que vous revisualisiez le schéma du cours. Si vous vous rappelez, le schéma, il faisait ça. Donc là, on avait la densité. Là, on avait à peu près 0,95. Et là, on était à 1,20 à peu près. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la taille donc des lipoprotéines, elle allait croissante. Voilà. Et à la fin, là, vous aviez le kilomicron qui n'est même pas en entier sur le schéma, hein. Et là, après, vous avez VLDL, HDL, tout ça. Et du coup, sur ce schéma, en fait, on voyait bien que la densité, elle est, plus une lipoprotéine est dense, donc là, on est vers une grande densité, donc vers le bas, plus en fait, elle a un petit volume. Donc c'est inversement, il y a une inversion de proportionnalité entre la densité et le volume. Le kilomicron qui a la plus grosse densité, enfin le volume, pardon, le volume le plus important, il a la plus faible densité. Donc l'item A, il est faux. D'accord. D'accord. Je ne me rappelle plus du schéma. Oui, de toute façon, après, ça vous aurez le temps de le revoir, mais c'est le schéma avec tous les. Enfin, où il y a du vert et il y a. Enfin, au niveau des transporteurs, mais vous aurez le temps de le revoir, ne vous inquiétez pas. Ok. Pas grave si vous n'avez pas retenu maintenant. Ensuite, item B. Les esters de cholestérol, tout comme les phospholipides, pardon, sont situés à la surface des lipoprotéines. Vrai ou faux? Faux. Tu dis faux. On Et toi, dirait faux. Mathilès? Tu dirais vrai. En fait, les esters de cholestérol, qu'est-ce qui les caractérise? C'est qu'ils sont très apolaires. Et du coup, ils vont être présents au niveau du cœur hydrophobe de la lipoprotéine. Rappelez, c'est la lipoprotéine, c'est qu'elle a un cœur hydrophobe. Et après, à sa surface, elle a tout ce qui est plutôt polaire. Et du coup, en surface, on va retrouver les lipides les plus polaires, comme les phospholipides. Donc, la partie comme les phospholipides, c'est vrai. Mais par contre, les esters de cholestérol, ils n'agissent pas comme les phospholipides. Eux, ils sont apolaires. Donc, du coup, ils vont être dans le cœur hydrophobe. Alors que les phospholipides, eux, ils vont être à la surface des lipoprotéines. Donc, l'item B est aussi faux. Ensuite, item C. Les kilomicrons créés au niveau du foie apportent les lipides alimentaires au tissu périphérique et au tissu adipeux. Vrai ou Vrai. faux? Vrai. Ouais aussi. Alors là, c'était quasiment tout vrai. Sauf que les kilomicrons, ils ne sont pas créés au niveau du foie, mais au niveau de l'intestin. Donc là, c'était un piège. C'est pas au Ah niveau du oui. foie, c'est au niveau de l'intestin. Mais sinon, tout le reste, c'était vrai. Item D. Un excès de LDL va entraîner une accumulation de ces dernières dans les vaisseaux et favorise l'apparition de plaques d'athérome. Vrai ou faux? Ça c'est vrai. Exactement. C'est donc du coup, comme je disais, cet excès de LDL, qui est le mauvais cholestérol, ça va faire un peu bouchon, donc ce qu'on avait vu en biophysique qu'on appelle les sténoses. Enfin, ça va faire à peu près ça. Ça va venir un peu boucher vos vaisseaux. Ça va créer des plaques d'athérome et on verra aussi, donc ça donnera lieu physiologiquement aussi à des plaques d'eczéma. Ok. Item E.
La concentration sérique d'HDL est inversement corrélée à, je ne sais pas si vous voyez, je vois pas moi, au risque de développer un cancer du côlon. Donc ça, toi tu dis faux Macides, qu'est-ce que tu dis Sina? Moi, en fait, j'ai un problème avec inversement corrélé, parce que corrélé, ça veut dire que c'est un rapport entre deux événements. Donc, Oui. inversement corrélé. Ouais, ça veut dire qu'en fait, c'est comme dans l'idée du inversement proportionnel. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux, mais ce lien, il les amène dans des sens opposés. Donc, ça serait être inversement proportionnel au risque. C'est un peu la même Bah, idée que comme dans l'HDL, inversement. je dirais que comme l'HDL, c'est un bon gras, pour moi, c'est l'LDL qui ferait ça. Mais Et ben voilà, tu as raison. Du coup, le LDL pourrait plus causer le cancer du côlon, mais du coup, voilà. l'item, il est vrai, parce que là, on dit bien que c'est inversement corrélé. Donc, c'est bien si on a du bon cholestérol, c'est bien inversement corrélé au risque de développer un cancer du côlon. Par contre, si on avait du mauvais cholestérol, ce serait complètement corrélé, mais dans le même sens, au risque de développer un cancer du côlon. Donc, l'item Ok. E, il est vrai. Super. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, Si, c'est clair. Oui. Ok, parfait. Du coup, si vous n'avez pas de questions, on continue. Ah, c'est la liste D, E. Hop, D et E. Ah, on a sauté un item là. Il devait être en dessous. Voilà, question 9. Donc là, je vous laisse regarder quelques minutes la question 9. C'est bon. C'est bon aussi. Alors, donc parfait, on continue. Donc, les homolipides sont uniquement constitués de 3 atomes, qualitativement parlant. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Vrai. Et pour toi, Massiles? Massiles? Oui, j'ai répondu vrai. Oui, d'accord. Donc, vous avez raison tous les deux. C'est bien vrai. Ils sont composés uniquement d'hydrogène, d'oxygène et de carbone. Item B. L'acide palmitique est un acide gras insaturé. Vrai ou faux? C'est Oui, saturé. c'est faux. Exactement, c'est saturé. C'est le 16 2.0. Il n'a aucune double liaison. Item C. L'acide arachidonique est un acide gras essentiel. Vrai ou faux? Faux. Exactement, c'est faux. On n'a que le linoléique et le alpha-linolénique, qui sont essentiels. D. Le point de fusion des acides gras augmente avec le nombre d'insaturations. Vrai ou faux? Vrai. Alors là, c'est faux, c'est l'inverse. C'est Le point de inversement fusion. proportionnel. Non? Exactement. Le point de fusion, il augmente avec le nombre de carbone, mais il diminue quand le nombre d'insaturations augmente. Ah, j'ai hésité. Ouais, là, il y avait un peu une chance sur deux. Alors, et item E, en chromatographie sur couche mince, les triacylglycérols migrent le plus haut. Vrai ou faux? Non, attendez. Non, c'est faux. Attendez. Il faut. Et Massilia, j'ai pas entendu ta réponse. Je sais pas si tu as répondu. Oui, vous avez dit faux.
Ok. Et là, en fait, faut penser que les triacylglycérols, en fait, ils sont Polaire. apolaires. Non, ils sont très Apolaire. apolaires. Les triacylglycérols. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que la phase stationnaire, elle était polaire. Et que le solvant organique, lui, il était apolaire. Donc, les triacylglycérols, ils vont être attirés par le solvant organique. Ils vont bouger avec la Plus haut. phase mobile. Bah Donc, oui. oui, ils vont migrer le plus haut. Et du coup, l'item E était bien vrai. Donc, ils sont apolaires. Exactement. Du coup, ils migrent le plus haut. Du coup, l'item E, c'était vrai. Et du coup, pour la question 9, la réponse était A et E. Ouais, parce que les lipides, comme ils sont apolaires et qu'il y a pas mal de triacylglycérol dans les lipides, c'est pour ça qu'ils sont apolaires. Voilà. C'est que les lipides, ils sont caractérisés généralement comme apolaires, mais les triacylglycérols, c'est les plus apolaires de tous. Ok. Donc, c'est eux qui vont migrer le plus haut. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait aujourd'hui? Ou même qu'on n'a pas fait aujourd'hui? Non, ça va. non, ça va. Ok, bah, si c'est bon pour vous, on se revoit. Enfin, du coup, on a cours bien demain à 10h. Et D'accord. pareil, on fait 10h, 11h30 et on fait 17-18. du coup, ouais, 17-18. Voilà. Ah, Et madame. du coup, demain, ça sera les glucides. Voilà. Ok. Merci. Est-ce que vous avez déjà mis le QCM dans celui-là? Celui-là, je vais le mettre, mais je vais vous enlever les réponses parce que c'est plus simple si vous pouvez travailler sans avoir la réponse sous le nez. Ça biaise le cerveau d'avoir la réponse. Du coup, je vais Ok. vous le remettre, mais sans les réponses. Je fais ça d'ici. Allez, d'ici 1 heure, je vous fais ça. Ok. D'accord. Et les réponses, vous les mettrez quand? Et les réponses, je vous les mettrai aussi ce soir. Parce que du coup, Ok. vu qu'on aura fini le cours, je vous les mets ce soir aussi. Ok, Voilà. super. Donc, Merci. bonne soirée et à demain. Merci, au À revoir. demain.